Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Alors, déjà, je voulais commencer par vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à ce sujet des business models des plateformes ou des modèles d'affaires des plateformes. Comment j'en suis venue à là, parce qu'a priori, les business models, c'est pas tellement mon sujet. Mais en réalité, je suis tombée sur ces articles ces derniers temps. Donc pas mal d'entreprises françaises, des grandes industries, donc dans des secteurs d'activité bien installés, qui expliquent qu'ils veulent devenir ou qu'elles veulent devenir des entreprises tech. Donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, des entreprises tech? Je suis allée discuter avec un certain nombre de mes clients. Je me suis tournée vers la communauté TechRox aussi, qui a plutôt qui compte des leaders techniques et des CTO d'entreprises qui ont cette étiquette-là, a priori de boîte tech. Voilà, et je suis partie, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour comprendre un peu qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière ça. Et puis, en cherchant ça, je me suis dit que je suis tombée sur ces publications-là aussi, qui expliquent que les boîtes tech sont toujours celles qui ont les plus grandes valorisations depuis plusieurs années maintenant, et ça se confirme. Et en fait, ça ne fait que s'accentuer d'année en année. Et je me suis dit du coup que c'était peut-être une bonne raison de vouloir devenir une boîte tech, même si on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit ça, au final, ça donne envie. Puis je me suis rappelé aussi qu'il y a 10 ans, d'ailleurs presque jour pour jour, à l'USI, il y avait une session sur les géants du web et sur les pratiques des géants du web. Et je me souviens qu'une des motivations, c'était déjà celle-là. C'était comment est-ce qu'on marche quelque part dans les pas des géants du web pour essayer de reproduire des modèles qui, a priori, ont fonctionné pour eux. Et du coup, ça a donné lieu à plein de démarches, de digitalisation dans plein de secteurs, dans plein d'entreprises, notamment chez nos clients. Donc là, j'ai pris juste quelques exemples. River Island, c'est un peu le Walmart du luxe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc, où on nous explique qu'avec une stratégie de digitalisation, on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avant. On est beaucoup plus scalable, on est beaucoup plus stable, notamment grâce au cloud, grâce au déploiement continu, plein d'autres pratiques qui n'ont pas pris une ride aujourd'hui. Voilà, donc on a digitalisé, on est capable d'aller plus vite, de faire beaucoup mieux, de vendre plus vite, nous livrer beaucoup plus vite et surtout nous faire voyager aussi. Donc là, j'ai pris le cas d'Amadeus, qui est un géant, ce qu'on appelle un GDS, donc qui organise un peu les activités de voyage et les réservations de billets d'avion entre plusieurs agences de voyage. Donc quand vous bookez un billet d'avion, c'est le GDS qui s'assure que vous et vous seul avez cette place-là. Donc c'est des gros systèmes. Donc Amadeus est un des 3 gros GDS mondiaux. Donc voilà, donc on a entrepris des stratégies de digitalisation un peu partout. C'est super, ça nous a fait faire des pas de géants, mais pour autant, on veut toujours devenir des boîtes tech. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, en discutant avec mes copains et mes amis de TechRox, qui sont a priori des boîtes tech, je leur dis, mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière ça? Et en fait, tout de suite, la question du business model est arrivée sur la table, en me disant que finalement, peut-être que l'idée, c'est pas aller plus vite et mieux dans son métier, dans son propre métier, dans sa propre activité, mais gagner de l'argent, créer des business models nouveaux dans le numérique, et complètement avec du code, où la seule chose qu'on fabrique, c'est du code. Et dans toutes les discussions, au moins, je dirais, au bout de, je sais pas, quelques phrases, ce bouquin apparaissait, ou en tout cas, on me pointait ce bouquin-là, que j'ai ici d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire feuilleter ce bouquin. Et en fait, on me parlait de ce bouquin sans arrêt. Du coup, ça a beaucoup aiguisé ma curiosité. Et je me suis dit, ma foi, peut-être que ça serait intéressant de s'intéresser à la tech. Bon, la tech, je m'y intéresse depuis plus de 15 ans. Mais gagner de l'argent avec la tech, c'est peut-être pas mal aussi. Et du coup, premier constat que fait ce bouquin, que je trouvais assez intéressant, qui est écrit par 2 Français d'ailleurs, qui ont accompagné pas mal de boîtes tech, notamment eBay et d'autres. Le premier constat qui explique, c'est qu'on est passé avec une stratégie de digitalisation, d'un point de vue, on a fait un déplacement linéaire. C'est-à-dire qu'on a pris des processus métiers qu'on avait, et puis on les a digitalisés pour aller plus vite, faire mieux notre métier, etc.
Et qu'au final, ce qui a fait la vraie différence dans ces boîtes qui ont bouleversé les secteurs d'activité, ça n'est pas un déplacement linéaire, mais c'est un déplacement qui nous amène vers ce qu'ils ont appelé Digital Platform Powered Business Model. Je n'ai pas traduit, parce que je pense que le mot, enfin, le pattern est vraiment intéressant. C'est des modèles d'affaires qui sont boostés par une stratégie de plateforme. Et dans ce bouquin-là, ils expliquent ensuite, enfin tout le bouquin ensuite est fait pour expliquer ce concept-là. Donc, pour illustrer cette idée de déplacement linéaire et puis un déplacement vers des nouveaux business models, je vais prendre un exemple simple. On est en été. Je pense qu'on est beaucoup à partir en vacances, peut-être juste après d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que tant qu'on est resté dans une logique linéaire, donc je vendais des billets de train, je digitalise ma vente de billets de train, ok, on va plus vite, c'est mieux, c'est plus accessible, mais finalement, on n'a pas changé la donne. Vendre un hôtel, c'est pareil. Ce qui a changé un peu la donne, c'est composer des services pour offrir une expérience sans couture. Donc une expérience 100% numérique. Donc on s'est déplacé sur un axe de composition de services pour offrir une nouvelle expérience. Ce qu'on vendait, ce que les gens sont prêts à payer cher, c'est pas un hôtel, c'est pas un avion, c'est pas un train. Ce qu'ils sont prêts à acheter, c'est une expérience. Et pour ouvrir l'expérience encore plus, permettre aux gens, aux personnes comme nous, aux consommateurs, de comparer, de composer, d'avoir une expérience inédite en allant sur un seul endroit et d'avoir une offre complètement intégrée et comparée, finalement, ce sont les plateformes. Les plateformes ont permis de mettre en relation des consommateurs, vous, moi, avec des entreprises qui sont des contributrices, donc des entreprises qui ont des offres à donner, tout ça pour une expérience 100% numérique, sans couture, et donc une meilleure expérience pour l'utilisateur final. Voilà donc le premier constat qui est fait dans ce bouquin-là, et ma foi, je trouve ça plutôt intéressant. Avant d'aller plus loin, pour ne pas vous perdre, parce que je me suis aperçue qu'en parlant de plateforme, en fait, 2 fois sur 3, on ne parle pas de la même chose. Donc je préfère définir ça. Donc ce que j'entends par plateforme business dans la suite, c'est une activité qui crée une valeur significative par l'acquisition et la mise en relation de 2 ou plusieurs groupes de consommateurs. C'est pour ça que parfois j'ai parlé de consommateurs, contributeurs, etc. Voilà, c'est des personnes qui vont interagir avec la plateforme. Il y a plusieurs groupes qui ont des rôles différents, et tout ça pour permettre d'effectuer des transactions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle, ce qu'on apprend aussi, c'est que le modèle de plateforme, en fait, il peut être numérique ou pas. Parce que finalement, un centre commercial, c'est aussi une plateforme. Parce qu'on a des magasins, des gens qui viennent acheter des choses. On trouve plusieurs magasins au même endroit. Donc c'est aussi une plateforme. Ce qui m'intéresse ici, c'est les plateformes 100% numériques, ce qui tombe bien parce que c'est ce que je connais le mieux. Je vais maintenant rentrer dans ce qui... Enfin, ils n'appellent pas ça les 5 lois, mais moi j'ai plutôt résumé ça, ce que j'en ai retenu en tout cas, de ces business models des plateformes, leurs caractéristiques, ce qui a fait leur force, en 5 lois, que je vous propose donc de dérouler à partir de maintenant. Attention, il y aura des pièges. Première loi, une communauté, ce qu'on a dit, une communauté d'utilisateurs et de contributeurs qu'on va essayer de mettre en relation. 2 choses rentrent en jeu dans cette loi-là, qui sont essentielles à mon sens. C'est ce qu'ils appellent l'indirect network effect. Là non plus, je ne l'ai pas traduit. Quand c'est un pattern, je préfère ne pas le traduire parce que je trouve qu'en anglais, ça a un sens vraiment très, très, très fort et que vous allez retrouver un peu partout sous ce terme-là. L'indirect network effect, finalement, c'est assez simple à comprendre. C'est quand il y a une logique de une partie des utilisateurs, qui peuvent être par exemple des contributeurs, qui vont faire en sorte d'attirer une autre partie des utilisateurs. Pour illustrer ça, très simple. L'App Store. Ce qui s'est passé sur l'App Store, c'est que plus on avait de développeurs qui venaient déposer des applications et proposer des applications, et dès qu'on avait un écosystème extrêmement riche, en fait, on attirait plus d'utilisateurs qui étaient prêts à payer, finalement. Une logique de plateforme, il faut savoir, en tout cas ce que j'ai appris, c'est qu'il y a toujours une partie des personnes qui est prête à payer plus que l'autre. Tout le monde est intéressé, mais il y en a qui sont prêts à payer plus que les autres. Et c'est ça qu'il faut trouver dans le design
de sa plateforme. Et dire que des gens sont prêts à payer plus que d'autres signifie une stratégie de pricing. Là, pareil, je ne l'ai pas traduit, c'est une stratégie de prix en français, mais ça reste le pattern. Et donc, une stratégie de pricing qui est intimement liée à l'indirect network effect, qui va attirer l'autre, et donc à qui on va payer plus que l'autre. Donc, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'App Store. Ce qu'il faut savoir que, finalement, ce qui a fait que, ça aussi je l'ai appris, ce qui a fait que l'iPhone s'est imposé, c'est certes l'expérience utilisateur, mais c'est surtout cet écosystème d'applications qui s'est beaucoup rajouté. Donc, plus on avait d'applications, plus on avait d'utilisateurs, et plus on avait aussi d'utilisateurs qui achetaient l'iPhone. Ce qui ne s'est pas produit avec Nokia, par exemple. Nokia s'est arrêté en partie à cause du manque d'écosystème vivant autour de sa communauté, finalement. Donc, première notion hyper importante, indirect network effect, qui induit une pricing stratégie qu'il faut gérer, qu'il faut essayer de gérer le plus finement possible. Vous allez me dire que c'est pas nouveau, parce que dans les jeux vidéo, les plateformes de jeux vidéo, c'était déjà le cas, c'est vrai, avec Steam, etc. Mais quand même, on prend des patterns qui existent et on les applique à des plateformes 100% numériques. Petit détail sur le pricing stratégie, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière sur une pricing stratégie. C'est ce qu'ils expliquaient dans le bouquin. eBay a failli disparaître au tout début, parce que leur pricing stratégie n'était pas viable, ça ne leur permettait pas de grossir. Et changer un service qui était gratuit, le rendre payant, finalement, on le voit toujours aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, designer sa plateforme, c'est quand même challenging, mais c'est ce qui permet de lancer cet indirect network effect. Deuxième loi, la scalabilité. On le sait tous, c'est le nerf de la guerre. Une plateforme qui marche, c'est une plateforme qui génère de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de contributeurs, etc. Et ensuite, il y a cette question de la masse critique, et là non plus, je ne l'ai pas traduit, le tipping point, le point de bascule. Alors, il y a plein de définitions, vous allez voir. Moi, je ne suis pas très économiste. Mais en tout cas, ce qui a retenu mon attention, c'est que le tipping point, c'est le moment où toute cette logique-là se met à fonctionner. C'est-à-dire qu'on bascule d'un point où les utilisateurs viennent et ça nous rapporte un peu d'argent, etc., à un emballement du système qui fait que l'indirect network effect commence sérieusement à fonctionner. C'est-à-dire qu'on a une boucle vertueuse entre les utilisateurs ou les contributeurs, qui commencent à augmenter et qui font venir de plus en plus d'utilisateurs, qui font qu'il y a de plus en plus de contributeurs qui veulent arriver, et ainsi de suite. Le cercle vertueux commence à fonctionner. C'est un point qu'on ne peut pas tellement prédire, bien que parfois, le hasard fait que ça peut arriver et qu'on peut le prévoir, parce que j'ai un ami, par exemple, chez TechRox, un CTO d'une plateforme, qui m'a expliqué que le soir où ils sont passés sur BFM Business, sur Tech & Co, pour présenter leur plateforme, et ben ça n'a pas loupé. Ça s'est emballé très très vite, et là, vous avez intérêt à être prêt. Vous avez intérêt à être prêt, justement. Ça amène une notion qui est l'investissement dans votre plateforme. Et là, je vais me servir d'une autre très 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 belle référence que je trouve, franchement, c'est un des plus beaux bouquins que j'ai lus ces derniers mois, qui s'appelle Invisible Engines, qui se pose un peu la même question des plateformes tech et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Il est un peu plus tech que le premier. Et en fait, dans Invisible Engines, qui est une publication du MIT, au passage, donc j'aime beaucoup leur publication, il se pose la question du rapport entre les lignes de code qu'on va rajouter dans la plateforme et le fait d'atteindre plus vite ses objectifs, sa scalabilité et aussi son tipping point et donc sa rentabilité. Ce qui est expliqué dans ce livre, de façon très très claire, c'est que plus on va ajouter des fonctionnalités, donc des lignes de code, donc le produit c'est la tech. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vend, c'est de la tech, donc c'est du code. Dès qu'on va rajouter des lignes de code dans cette plateforme, le coût total de la plateforme va certainement augmenter, ce qui est normal. Plus on va avoir des utilisateurs et des contributeurs des utilisateurs au sens large, donc tous les gros groupes d'utilisateurs réunis, plus on va les ajouter et plus le coût moyen de la plateforme va baisser. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport, un équilibre à trouver entre les utilisateurs
le fait d'attirer des utilisateurs, etc. Et le nombre de fonctionnalités, le nombre d'investissements qu'on va mettre dans la plateforme. On peut être tenté d'ajouter des fonctionnalités pour grossir de plus en plus vite, mais il faut faire attention quand même au coût global et au coût moyen de notre plateforme. Et justement, ça amène une notion assez intéressante aussi, c'est que la plateforme, donc c'est la troisième loi. Donc, excusez-moi. Donc, la plateforme, elle est soutenue par une plateforme tech, une plateforme data, qui va pouvoir nous permettre de réaliser tout simplement tous nos services. Et donc, notre plateforme, les produits qu'on offre à des utilisateurs, à des contributeurs. Et en fait, la plateforme tech, c'est ce qui va finalement définir notre capacité à tenir la charge ou à permettre à de plus en plus d'utilisateurs de venir sur la plateforme sans tomber, tout en scalant correctement, etc. Peut-être même ouvrir des nouvelles régions sans forcément que cela nous coûte extrêmement cher, etc. Dans cette IT plateforme, et c'est quelque chose finalement qu'on a vu beaucoup dans les stratégies de digitalisation, et c'est probablement là qu'on a le plus investi dans ces stratégies de digitalisation ces dernières années. Donc on a des plateformes IT avec du cloud. Le cloud, c'est indéniable. C'est un des enablers ou des accélérateurs tech qui ont permis aujourd'hui d'avancer, de faire mieux son métier, d'aller plus vite, etc. C'est aussi le cas pour les plateformes. La plateforme IT, donc aujourd'hui, il est quasiment inimaginable de sortir une plateforme ou d'imaginer une logique de plateforme sans se baser sur les capacités du cloud, notamment l'élasticité, le fait de pouvoir s'ouvrir à plusieurs régions, d'avoir une résilience plus élevée avec plusieurs data centers sans que cela ne soit extrêmement coûteux. Donc clairement, la stratégie IT et la stratégie data, c'est essentiel, notamment le cloud. Mais la stratégie cloud n'est pas la seule. Ce qui est important aussi, et ça c'est des discussions que j'ai beaucoup avec mes clients, c'est la stratégie d'ouverture des services. Donc si on n'a pas une stratégie d'API, que l'on a pensée, que l'on a partagée, si on n'a pas une stratégie d'accès, d'authentification notamment, de génération d'identité, d'IAM, toutes ces notions-là sont extrêmement importantes si on veut penser une logique de plateforme efficace sans que cela ne soit extrêmement coûteux et que cela ne nous retarde dans notre scalabilité et dans le fait d'atteindre le tipping point. Tout ça pour dire qu'une business platform avec un écosystème de produits dessus n'est viable qu'avec une plateforme data et une plateforme IT extrêmement solide qui nous permettent de nous soutenir dans cette scalabilité, dans cette élasticité et dans cette ouverture. Parce que rappelez-vous, ce qu'on fait comme déplacement, c'est vers le haut aussi. Donc ouvrir des services, pouvoir permettre à des partenaires et à des contributeurs de venir dans la plateforme et de l'enrichir. Donc du fait de ce déplacement-là, la plateforme IT est essentielle et la stratégie d'API, la stratégie d'intégration, la stratégie de sécurité sont essentielles. Quatrième loi. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous êtes là? Vous êtes là? Toujours là? Super, super. Quatrième loi. Je parlais de scalabilité. Et en fait, quand on parle de scalabilité, j'avoue, je vous l'ai dit juste avant, on parle beaucoup de scalabilité des systèmes, de l'infrastructure, du réseau, enfin énormément de choses comme ça. Et en fait, c'est pas la seule chose, moi, à laquelle j'ai envie de vous faire penser, parce que on le voit partout, on ne peut pas scaler. Enfin, le cimetière est plein de startups qui ont scalé techniquement, mais qui n'ont pas réussi à faire scaler leurs équipes. Je vais prendre le cas de LinkedIn, par exemple, qui a survécu pour le coup. LinkedIn, en 2014-2015, je ne sais plus, ont réécrit entièrement leur plateforme pour découper leur code. Le découpage est essentiel. J'ai mis une référence pareil, hyper importante dans ce milieu-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Team Topology, c'est la Bible quand on parle de découpage de code et d'avoir des équipes qui sont correctement découpées pour pouvoir éviter une surcharge mentale sur les équipes, une synchronisation trop grande que l'on doit faire entre les équipes. Ce qui est expliqué dans Invisible Engines, c'est que quand on scale, inévitablement, ce qu'il se passe, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a une dilution des compétences. Ça, c'est indéniable. Quand on rajoute des gens, le niveau de connaissance qu'on a dans la plateforme
il baisse parce qu'on fait rentrer des gens de l'extérieur, donc c'est normal. Il faut le temps que cela se re-homogénéise, voilà, que ça redevienne homogène. Et puis, il y a le temps de redécouper les équipes pour que l'on redevienne efficace. Si on ne fait pas ce travail-là, de découper correctement le code avec les équipes qui vont travailler sur des domaines de code qui sont complètement cohérents et qui n'augmentent pas la charge de synchronisation, eh bien, il y a des chances que l'on ne puisse pas survivre à cette scalabilité-là. Et encore une fois, le cimetière des startups est plein de gens qui n'ont pas réussi leur scalabilité, notamment des concurrents de LinkedIn. Je voulais faire une petite digression là-dessus. Quand on parle de scalabilité des équipes, on pense aussi à recruter des personnes de l'extérieur. Et je pense qu'on sait tous qu'on est dans une période où c'est extrêmement difficile de recruter. Et on pense beaucoup au salaire, à la stratégie salariale, à la stratégie, la marque employeur, voilà, énormément de choses. Et en fait, ce que nous, en tout cas chez TechRox, nos discussions nous mènent souvent vers quelque chose qui est peut-être omise ou oubliée, c'est l'expérience développeur. L'expérience développeur, c'est une discipline à part entière. De la même façon qu'on a pensé nos plateformes pour soigner l'expérience utilisateur, avoir une expérience utilisateur sans couture, les développeurs sont aussi des contributeurs de la plateforme. Donc l'expérience que vous allez donner à vos développeurs, 100%, enfin, sans couture, une belle expérience que vous allez leur offrir, vous permettra d'avoir plus de contributeurs. Et in fine, c'est peut-être le premier indirect network effect que vous allez générer. Parce que si vous n'avez pas les bons développeurs, si vous n'avez pas les bonnes personnes pour réaliser votre plateforme, vous n'arriverez pas à générer ni utilisateurs, ni contributeurs, etc. Donc l'expérience développeur est vraiment une notion essentielle. Je vais citer Microsoft qui prend pas mal d'avantages sur ça, parce que déjà, ils ont acquis GitHub, je pense que vous le savez, il n'y a pas très longtemps, ou peut-être que vous ne le savez pas. Voilà, donc ils font des pas assez intéressants. Et puis, ils ont un éditeur de code qui s'appelle Visual Code, qui est gratuit, qui est la version gratuite de Visual Studio, avec une fonctionnalité hyper intéressante qui est le copilote. Et en fait, c'est déjà un produit en soi. Donc Microsoft offre des fonctionnalités pour leurs propres développeurs, mais c'est aussi un produit parce qu'il se positionne sur l'expérience développeur. Donc l'expérience développeur est aussi une opportunité pour créer des plateformes. C'est le cas de Spotify aussi, qui crée Backstage.io, qui est une plateforme pour offrir une expérience développeur sans couture pour nos développeurs. Donc une sorte de portail avec plein de contributeurs et des utilisateurs qui sont des développeurs. Donc gardez-le bien en tête. L'expérience développeur, c'est essentiel. C'est probablement même aussi important, ou même plus important que la stratégie salariale ou que la marque employeur qu'on va pouvoir travailler dans notre entreprise. J'avance. Je finis ma digression. 5e loi. Donc si vous avez bien suivi, normalement c'est la dernière. Avoir une stratégie d'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? Une stratégie d'écosystème à laquelle notre plateforme va pouvoir contribuer. Si vous vous souvenez, au début, je donnais l'exemple de l'iPhone. Et en fait, l'iPhone, c'est finalement grâce à l'App Store que l'on a réussi à vendre plus d'iPhone. Chez Apple, les gains de l'App Store sont vraiment minimes par rapport au reste. Mais cette part-là, elle est importante parce que c'est ce qui a permis d'attirer les utilisateurs qui ont acheté des iPhones. Voilà, donc, et puis, voilà, je voulais définir un écosystème de produits. Avant d'aller plus loin, c'était ça que je pensais tomber sur la définition avant. Mais voilà. Un écosystème de produits propulsé par des plateformes, c'est une activité comprenant une combinaison de modèles économiques incluant des plateformes digitales. L'objectif n'est pas de se transformer tous en une plateforme digitale. Mais l'idée ici, c'est de savoir comment est-ce qu'une plateforme digitale va pouvoir booster un produit existant, à l'instar d'Apple, par exemple, qui a réussi à le faire avec ses produits. Et en fait, ce n'est pas les seuls. Si on regarde bien ces géants du web, ces boîtes tech qui sont extrêmement valorisées, peut-être que leur secret est ici. C'est-à-dire que si on regarde Amazon, finalement, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une marketplace. C'est un ensemble de produits, c'est un conglomérat
de produits numériques et non numériques d'ailleurs, qui viennent s'enrichir les uns les autres. Ça, c'est hyper important, cette notion d'enrichissement, parce que si je prends par exemple ce qui se passe sur Amazon Prime et la livraison rapide qu'on a par exemple le jour même ou le lendemain, la façon dont ces deux produits-là s'interagissent les uns les autres et comment l'un a permis l'apparition et la constitution d'une communauté pour l'autre est vraiment intéressant. Donc Amazon, tout l'écosystème Amazon est fait pour que chaque produit serve le plus possible aux autres produits. Chacune des plateformes serve aussi à apprendre des choses pour lancer des nouveaux produits, etc., etc. Et finalement, en cherchant de la documentation sur cette question d'enrichissement des produits les uns des autres, j'avoue, je suis allée chercher du côté de Google, parce que Google sont très connus pour publier leurs méthodes, pour publier leurs patterns, leurs bonnes recettes, etc. Et ça n'a pas manqué. Je suis allée voir cette publication qui est assez récente, en 2022, 5 leçons de l'incubateur Google. Donc c'est vraiment qui s'appelle Area. Donc c'est un incubateur avec énormément d'idées dedans, etc. Alors, j'ai failli lâcher l'article au bout de quelques lignes de lecture, parce qu'il nous apprend finalement, enfin, les 2 premières leçons, c'est que l'innovation à l'échelle, c'est compliqué. Bon, ça, je pense qu'on s'en doutait un petit peu. Et puis que finalement, si on ne tente pas, on n'a rien. Ça aussi, je pense qu'on s'en doutait. Du coup, j'ai failli lâcher à ce moment-là. Et j'ai bien fait de m'accrocher, parce que finalement, c'est à la leçon 4 que je suis tombée sur. Pour moi, c'est un peu une pépite, et l'article en valait la peine, ne serait-ce que pour ça, où en fait, ils expliquent leur façon d'évaluer les idées. Donc, ils ont un framework à eux, une façon d'évaluer les idées. Et dedans, il y a un truc qui est magique, que je trouve génial, qui s'appelle le fit à la stratégie de l'entreprise. Donc, l'adéquation d'une idée à la stratégie de l'entreprise. Et dedans, il y a 2 choses. La première, qui est assez classique, qui est, quand je développe un produit, il va certainement s'intégrer à ma production, à des produits qui sont déjà là, etc. Donc, quel est l'impact ? Peut-être que je vais devoir tirer des flux de données, etc., etc. C'est quoi l'impact ? Ça, je pense qu'on le fait, dans la plupart des cas, on le fait bien. Par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'il pose la question systématiquement, comment est-ce que ton idée, comment est-ce que ton produit, comment est-ce que ta plateforme va servir les autres ? Est-ce qu'en choisissant de faire cette plateforme-là, est-ce qu'en travaillant sur, par exemple, la voiture autonome, je vais pouvoir améliorer l'algorithme de Google Maps ? Est-ce qu'en développant la voiture connectée, je vais développer un asset technologique qui, en soi, a de la valeur que je vais pouvoir vendre en tant que tel ? Ça, pour moi, ça en valait la peine de cette lecture-là. Et franchement, pour avoir creusé le sujet avec des gens chez Google, sincèrement, je pense que ça vaut le détour. Et je voulais prendre un dernier exemple, sur cette question-là que je trouve vraiment intéressante. Il y a quelques années, il y a eu tout un tas de projets sur la lutte contre la fraude. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est réglementaire. Donc on est tous obligés d'avoir des briques de lutte contre la fraude, que l'on soit e-commerce, que l'on soit banque, que l'on soit... Enfin bref, tout le monde en a besoin. Dès qu'on vend quelque chose, dès qu'on a des transactions en ligne, lutte contre la fraude, normal. Et ça évolue de plus en plus, parce que l'être humain est de plus en plus créatif pour trouver de nouvelles fraudes. Et en 2019, Amazon, toujours dans cette logique-là, évidemment l'a développé pour sa plateforme et pour sa marketplace et pour tous ses produits, et ça n'a pas manqué. AWS Fraud Detector existe aujourd'hui comme un service managé. Je pense qu'il y aura peut-être une logique de plateforme bientôt, ça n'existe pas encore, donc peut-être que c'est une idée de plateforme à lancer, mais pour l'instant, c'est un service managé avec un algorithme qui est éprouvé et donc entraîné pour détecter les fraudes. Un dernier point là-dessus, tout le monde l'a développé, donc dans les banques, dans les e-commerce, etc. Peut-être que c'était l'occasion, une opportunité de sortir et d'exposer sa lutte contre la fraude, comme l'a fait AWS ici. Peut-être qu'il y a la place encore pour une plateforme, parce que ça n'est pas une plateforme. Dernier point, parce que je vous avais dit qu'il y en avait 5, mais en fait, il y a un piège. Il y en a 6, et la 6e, c'est moi qui l'ai rajoutée, je vous avoue. Parce qu'en regardant finalement l'exemple de Google, Google explique qu'il faut toujours réfléchir à l'adéquation entre un produit et
l'écosystème de produits qui existe déjà. J'en déduis 2 choses. J'en déduis que, 1, il y a une stratégie. Il y a une stratégie produit, il y a une stratégie d'écosystème qui est affirmée et que tout le monde connaît pour pouvoir étudier l'adéquation entre cette stratégie-là et ce qu'on est en train de déployer. La deuxième chose, et ce qu'ils expliquent aussi un petit peu dans l'article, mais c'est en creusant que j'ai réussi à comprendre ça, c'est que le temps du produit et le temps de l'écosystème et de la plateforme ne sont probablement pas les mêmes. On a tous appris le fail fast. Quand on lance une fonctionnalité, ça ne fonctionne pas au bout de quelques mois, eh ben c'est pas grave, on a tous le droit à l'échec, on arrête, c'est pas un problème. Mais dans une logique de plateforme, l'espace-temps est probablement pas le même. On peut mettre plusieurs années à faire vivre une communauté, faire fonctionner cet indirect network effect. Voilà, c'est des choses qui peuvent prendre du temps parce que ça n'est pas un produit, c'est plusieurs produits, une plateforme. Plusieurs services, plusieurs utilisateurs, plusieurs groupes d'utilisateurs, une pricing stratégie, c'est complexe. eBay aurait pu s'arrêter parce que la première fois, la pricing stratégie n'a pas fonctionné. Finalement, c'est la stratégie de l'entreprise et la vision qui ont permis de se dire on continue ou on arrête. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi un apprentissage assez intéressant qui peut peut-être rentrer en opposition avec ce qu'on a appris sur le face fast, etc. Je voulais vous montrer quelques exemples. Je suis un peu en retard. Donc, je voulais vous parler de quelques plateformes que je trouve assez intéressantes, notamment le modèle Zalando, que je trouve vraiment bien parce qu'ils ouvrent leur plateforme de plus en plus à des stores, à des boutiques qui sont physiques, locales, et à des consommateurs qui vont pouvoir trouver ces produits-là. Donc, je trouve que ça fait un peu leur petit plus. C'est peut-être améliorer l'expérience de la plateforme et l'ouvrir à des produits qui n'étaient peut-être pas disponibles initialement sur la plateforme, ce qui fait un petit plus, quelque chose d'original que l'on ne trouvera pas peut-être sur des marketplaces plus classiques. Deuxième chose intéressante, c'est Snowflake, qui est un data warehouse nativement multi-cloud, qui lance sa plateforme d'échange de données. Je trouve ça hyper intéressant, ce déplacement que Snowflake est en train de faire. Et en réalité, le fait que ça soit nativement multi-cloud, je trouve que c'est un super plus, parce que peut-être que ça les rend un peu intouchables par rapport à des géants comme Amazon ou autres. Je continue. Les exemples sont très nombreux finalement. Docker, c'est indéniable. Je parlais d'expérience développeur tout à l'heure et de plateforme autour des développeurs, autour du développement tout court. Donc Docker, c'est la plateforme de conteneurisation. Et donc, de par la communauté que Docker a, qui est juste incontournable, je pense que ça a une place importante. Et aujourd'hui, c'est quasiment pas pensable de ne pas sortir une image si on est un éditeur ou une solution open source. Et ben, Docker, c'est quand même un incontournable. Meilleurs agents, c'est un super exemple aussi que j'aime bien parce que ils ont compris très vite que leur valeur, c'est leur algorithme. Leur algorithme et leur fraîcheur de la donnée. Ils ont réussi à bâtir leur business model, d'ailleurs en se basant sur plateforme stratégie. Meilleurs agents, donc ils ont réussi à bâtir tout ça grâce à une vision qui était on veut les données, les transactions immobilières les plus fraîches possibles, et donc la donnée la plus fraîche et l'algorithme le plus pertinent, c'est nous. Je vais finir par Bedrock, qui est la plateforme de VOD et de replay. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était M6 Play avant, et qui s'ouvre de plus en plus vers d'autres plateformes, notamment Salto du service public, etc., etc. Et je voulais vous laisser avec 2 réflexions en arrivant là. C'est que peut-être qu'il y a des choses qui sont d'ordre à bousculer un peu ce qui est établi, ce qu'on a connu avec les grandes plateformes qui sont là, les géants américains, etc. La première, c'est la souveraineté. Vous allez avoir un talk par Benjamin Bayard, d'ailleurs, je pense aujourd'hui ou demain, sur la souveraineté numérique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense qu'il en parlera bien mieux que moi. Mais ce qu'on voit, par exemple, sur les décisions de la CNIL, sur Google Analytics, ou sur, par exemple, je crois que c'était WhatsApp, même si ce n'est pas une plateforme, mais voilà, on voit quand même un déplacement ou une vision de l'Union européenne vers un protectionnisme économique qui peut faire peut-être un choc dans ce milieu des plateformes et peut-être créer des opportunités nouvelles dans votre secteur.
Dernière réflexion avec laquelle je voulais vous laisser, c'est un deuxième choc, le choc environnemental. Je pense qu'on est tous conscients, j'espère, des limites planétaires que l'on est en train de franchir les unes après les autres. Et je n'ai pas eu le temps de développer plus cette partie-là, malheureusement, mais on est en contact chez Octo avec un certain nombre d'économistes qui creusent les business models régénératifs, les business models vertueux. Et en fait, on commence à avoir une conviction qui est que passer vers un modèle génératif et un modèle vertueux, souvent nécessite d'imaginer un nouvel écosystème dans lequel on va réagir et probablement une logique de plateforme numérique dans un esprit de bien numérique commun. Donc c'est probablement aussi quelque chose qui est de nature à ouvrir des nouvelles opportunités pour les entreprises dans une logique de transition de business model vers des business models plus génératifs. Et je voulais vous laisser avec des réflexions qui étaient peut-être que devenir une tech company, c'est avoir une stratégie ou affirmer une stratégie d'un écosystème de produits numériques boosté par des plateformes. C'est designer ces plateformes-là, penser à sa plateforme IT, à sa plateforme data qui est essentielle, qui va permettre peut-être d'apprendre un produit et améliorer un autre produit. C'est aussi peut-être un chemin de déplacement vers plus d'ouverture à l'extérieur et vers plus de composition de services, comme on l'a vu au début. Donc c'est un chemin peut-être qui n'est jamais fini, mais la bonne nouvelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Tal Ben-Shahar qui tenait le cours le plus suivi à Harvard sur la psychologie positive, qui s'appelle l'apprentissage du bonheur, et il nous dit que le bonheur est dans le chemin. Et moi, j'ai envie de le croire. J'ai envie de vous souhaiter beaucoup de bonheur dans le reste de votre chemin dans vos entreprises et surtout à l'USI. Merci beaucoup.